Nous accueillons maintenant Jean-Charles Capronier, bien connu aussi des Anillois. Il préside l'association Quadrilobe et il a été directeur adjoint des archives départementales de Meurthe-et-Moselle à Nancy. Et à ce propos, je crois que dans un mois et demi, vous intervenez dans un colloque également. J'y assiste, mais... Ah oui, d'accord, il y a donc à Nancy aussi un autre colloque dans un mois et demi sur l'art déco, alors cette fois-ci en Lorraine. Et je vous conseille aussi d'aller voir Nancy, connu pour son art nouveau, pour son art classique, mais aussi pour son art déco. Voilà, une demi-heure pour présenter dans près de 30 minutes. Une demi-heure. Okay. Les artistes Picard à l'exposition de 1925 et dans son sillage. Et quelques exemples. Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à la Société des antiquaires de Picardie de m'avoir invité à participer à ce passionnant colloque. Donc un grand merci. Alors, en préambule, je voudrais déjà préciser quelque chose, c'est-à-dire que dans cette demi-heure, je vais évoquer, esquisser à très gros traits le parcours de 4 artistes, parmi d'autres, qui ont, artistes d'origine picarde, qui ont participé donc, à l'exposition de 1925 et également évoqué par effet de miroir leur production, une partie de leur production en Picardie, dans notre région. Alors, la participation de la Picardie à l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, il faut le reconnaître, est relativement restreinte. Pour différentes raisons, mais une raison principale, c'est qu'en 1925, nous sommes au cœur de la première reconstruction et des chantiers qui en découlent. Des immenses chantiers qui en découlent aussi bien pour les architectes, les artistes, et évidemment aussi pour les maîtres d'ouvrage. Il était évidemment, et en plus dans un contexte financier difficile depuis 1924. Donc il est évident que cette exposition, qui n'était pas prévue évidemment initialement en 1925, mais qu'il y a eu la guerre et ses conséquences, pour les régions dévastées, ne va pas être une opportunité aussi flagrante qu'elle aurait pu se présenter initialement. En raison notamment de ce contexte très particulier des contraintes de la reconstruction dans les régions elles-mêmes et de la disponibilité, évidemment, notamment des artistes. Alors néanmoins, évidemment, la Picardie est bien présente, même si elle ne dispose pas de pavillon spécifique, mais elle est présente par le biais de différents pavillons thématiques, notamment, en premier lieu, celui des écoles d'art, où l'école régionale des beaux-arts d'Amiens bénéficie d'un stand et d'un vestibule qui sera aménagé par l'architecte Henri Ness, qui enseignait à l'école régionale des beaux-arts d'Amiens. Alors, la seule vue très mauvaise que je vous présente ici, c'est la seule vue que j'ai retrouvée de ce stand. Il y en a sans doute d'autres, mais je n'en ai pas retrouvé d'autres pour le moment. C'est celle d'un vitrail présenté dans ce stand de l'école régionale des beaux-arts. Et puis ici, un document issu des archives municipales d'Amiens, présentant donc une copie de lettre, une notification ministérielle concernant les récompenses décernées aux élèves de l'école régionale des beaux-arts ayant présenté des dessins, des œuvres de toute nature dans ce stand au cours de l'exposition. Mais comme je l'ai dit, je vais présenter avant tout le parcours très imparfait, évidemment, dans la présentation de quelques artistes picards. Alors la première d'entre elles est une enfant de Picardie totale. Son père était né néanmoins à Douai, le docteur Paul Peunier, s'est établi à Amiens avant 1890, dans les années 1887 à 1890. Il est docteur en médecine, il a exercé à Breteuil dans l'Oise avant de se fixer à Amiens, et il a épousé dans la petite commune de Hangard, dans la Somme, également une picarde, et le couple s'installe à Amiens donc avant 1890. Alors le docteur Paul Peunier, j'en dis un mot très bref, il sera directeur de l'école de médecine et de pharmacie pendant de nombreuses années,
avant de s'établir à Paris après la Première Guerre mondiale, et il est décédé en 1943. Il jouera un rôle très important dans la vie artistique et scientifique locale, puisqu'il sera notamment président de la Société des Amis des Arts pendant plusieurs années, avant 1914, et qu'il sera membre pendant de très nombreuses années de la Société des Antiquaires de Picardie, entre autres. Sa fille, Pauline Peunier, donc, qui naît à Amiens en 1890, est d'abord élève à l'École régionale des Beaux-Arts d'Amiens, où elle accumule les accessites et les récompenses. À tel point qu'en 1912, elle est déclarée l'une des élèves à avoir obtenu le plus de succès dans les concours de l'école, et ce qui lui ouvre tout droit les portes de l'École des Beaux-Arts de Paris. Alors Pauline Peunier, c'est quelqu'un évidemment de très très important, puisque à l'École des Beaux-Arts de Paris, elle fait une rencontre décisive, qui est celle du peintre Jean-Hébert Stéphens, né à Maisons-Laffitte, et donc le couple prépare ensemble le concours du Grand Prix de Rome. Ils y échoueront tous les deux, mais ils se marient dès 1915 à Paris, et ils s'y installent après la Première Guerre mondiale. Ils vont ensuite travailler ensemble jusqu'à la mort de Jean-Hébert Stéphens en 1943. Alors là, on voit une photographie de Pauline Peunier dans l'atelier de Maisons-Laffitte. Et l'élément également très déterminant dans le parcours de Pauline Peunier et de Jean-Hébert Stéphens, c'est leur admission au sein des ateliers d'art sacré, créés en 1919 par Maurice Denis et Georges Desvallières. Et il faut tout de suite d'emblée préciser que Pauline Peunier sera vraiment peut-être l'élève la plus affectionnée du maître Maurice Denis. On a dans les archives de Maurice Denis, au musée du Prieuré, qui sont accessibles en ligne pour la correspondance, de nombreux échanges de courriers entre Pauline et Maurice Denis, et c'est un réservoir d'informations absolument passionnant. Elle écrit notamment à Maurice Denis en 1920, à propos de son mari: il cherche péniblement sa voie lui aussi, comme beaucoup d'artistes, entre Flamand, François Flamand, son patron d'atelier, et Picasso, qu'il ne déteste pas. Mais nous avons tous deux les mêmes croyances religieuses, l'amour de la peinture et bonne volonté devant la vie. Ces quelques lignes sont très importantes parce qu'elles déterminent, en fait, elles illustrent l'état d'esprit de Pauline et de son mari, tous deux fervents chrétiens, fervents croyants, et qui vont s'orienter essentiellement, pas totalement, mais essentiellement, vers la peinture religieuse. Donc ils sont admis en 1920 dans l'atelier peinture des ateliers d'art sacré, et ils vont y créer une section de vitrail qu'ils animeront jusqu'en 1924. En 1924, ils créent leur propre atelier de vitrail situé rue de Bagneux à Paris, et atelier qui a fonctionné pendant de très très nombreuses années jusqu'à sa fermeture dans les années 1980. Alors Pauline Peunier, comme membre des ateliers d'art sacré, intervient sur différents chantiers dès le début des années 20 avec les compagnons des ateliers d'art sacré. C'est notamment ce retable pour l'église Saint-Èvre de Domèvre-sur-Vezouze, en Meurthe-et-Moselle, dont décoration de l'église reconstruite, entièrement confiée aux ateliers d'art sacré, grâce à l'entremise du peintre Pierre Dubos, qui a fait l'intermédiaire entre le clergé et les ateliers d'art sacré. Mais évidemment, l'intervention majeure dans ces années 20 pour Pauline Peunier et son mari, c'est l'exposition de 1925. Ils interviennent en deux contextes, celui du pavillon des vitraux, ou du vitrail, les deux termes sont utilisés, construit le long de la Seine par l'architecte Lucien Wogue. Alors c'est quelqu'un de très intéressant, et le pavillon architecturalement est lui-même très intéressant, mais je ne détaillerai pas, nous n'en aurons pas le temps. Et pour ce pavillon des vitraux, on fait appel à une quarantaine de peintres verriers, parmi les plus renommés, dont Jean-Hébert Stéphens et Pauline Peunier, qui viennent de créer leur propre atelier. Et pour cette exposition, Pauline Peunier présente ce vitrail de Notre-Dame-des-Prairies. Alors il faut en dire un mot parce qu'il a eu un grand succès, ce vitrail de Notre-Dame-des-Prairies, à droite, puisqu'il était destiné à une église de Seine-Maritime, l'église de Cannehan,
et le curé l'a farouchement refusé. Pour quelle raison? Eh bien, pour une histoire de chapeau de paille. Tout simplement parce que la Vierge est affublée d'un chapeau de paille et que les enfants qui sont présentés devant elle, notamment la fillette avec sa robe à carreaux, sont des personnages beaucoup trop contemporains pour le curé de Cannelan, apparemment, et donc ça a impliqué un rejet de cette proposition et de ce vitrail. Alors, l'autre grande participation de Pauline Penier dans cette exposition, c'est évidemment l'église du village français, dont on a déjà parlé, construite sur les plans d'architecte Jacques Gros, avec cette célèbre façade, avec son clocher arcade, qui est dominé par le Christ de Henri Charlier, et puis évidemment, qui se caractérise aussi par cet extraordinaire décor de céramique qui orne le portail, et qui est dû à Maurice Dom, le céramiste Maurice Dom, dont Mme Lezé-Olivier nous parlera demain, et qui est lui aussi un Picard, puisqu'il est né dans l'Oise, un Picard d'origine. Pour cette église du village français, Pauline Penier réalise plusieurs œuvres, un tapis, enfin différents objets, une tapisserie, et puis, pour la chapelle des Saints de France, cet extraordinaire ensemble peint qui représente des Saints de France sous la forme d'un arbre de Gessé, qui sera repris plus ou moins d'ailleurs dans un arbre de Gessé à l'église de Roye un peu plus tard. Donc l'esquisse et puis une photographie de la réalisation. Cette exposition de 1925 va propulser évidemment la renommée de cet atelier. Et parmi les chantiers, les nombreux chantiers dans les régions dévastées, et notamment dans la Somme, évidemment, c'était pas forcément une évidence, Hébert Stéphens et Pauline Penier, enfin l'atelier va intervenir pour la réalisation des vitraux de l'église de Hangard, donc commune dont est originaire la mère de Pauline Penier. Et cette église est reconstruite par les architectes Duval et Mons, dont on a déjà parlé, et Duval et Mons étaient très proches de Hébert Stéphens, ils étaient d'ailleurs voisins sur l'esplanade des Invalides, et donc ils ont beaucoup fait appel à l'atelier Hébert Stéphens. Donc cette église de Hangard, reconstruite entre 1924 et 1928, dans le goût historiciste et régionaliste, est dotée d'une parure de verrière issue de l'atelier Hébert Stéphens, que ce soit cette crucifixion et cette Pentecôte, donc qui ont été mises en place en 1926. Un mot sur la technique de l'atelier, c'est pas mon propos, mais quand même un mot, et qui explique un peu aussi les dégradations de ces verrières, qui sont parfois en mauvais état, c'est l'usage par Hébert Stéphens et Penier de la grisaille, de la peinture. Ce sont des peintres tout autant que des verriers. Et ça, c'est vraiment une caractéristique très forte de l'atelier Hébert Stéphens et Pauline Penier. Voilà. Un vitrail de la Pentecôte qui est même dédié par Pauline Penier à la mémoire de son grand-père, notaire à Hangard, donc, qui était mort en 1913. Et puis un vitrail commémoratif également qui rappelle les combats, les durs combats du mois d'août 1918 au moment des combats autour de Moreuil. Autre chantier important qui malheureusement a été dont il ne reste pas grand-chose malheureusement à cause de la Seconde Guerre mondiale et de ses bombardements, c'est l'église du Plessis-Rosainvillers, restaurée et partiellement reconstruite par Duval et Mons entre 1928 et 1934. Donc là, une vue extérieure, une vue intérieure. Alors là, toutes les verrières étaient de l'atelier Hébert Stéphens sur des cartons de Pauline Penier, et ils ont tous disparu, sauf un qui se trouve dans la sacristie, et que l'on voit à droite, Notre-Dame des Enfants Sages. Le grand talent de Pauline Penier, c'est sa représentation de la famille, de la paternité, donc en représentant la Vierge, accompagnée d'enfants. Évidemment, on ne peut que faire le rapprochement entre Notre-Dame des Prairies de 1925 et Notre-Dame des Enfants Sages de 1930. Et évidemment, le grand chantier pour Pauline Penier et l'atelier Hébert Stéphens, ce sera quoi? L'église Saint-Pierre, reconstruite également partiellement par Duval et Mons, pour le transept, la nef et la tour-clocher, et dont on voit ici des photographies inédites provenant des archives de l'atelier Bonny, qui a succédé à Hébert Stéphens. Et on voit ici notamment
au fond, les verrières de la nef avant leur destruction en 1940, ainsi que la grande verrière du transept nord. Une vue actuelle, et puis quelques photographies de verrières. Celle-ci donc a été très endommagée en 1940 et remplacée après la guerre. Verrière de Saint-Florent, l'un des patrons de Roi. La verrière de Notre-Dame de la Paix, également, donc une vue avant 1940. Alors, tout ça est très frustrant puisque les bombardements de 1940 ont anéanti beaucoup de choses, beaucoup de production de cet atelier. En revanche, ici, ce vitrail, lui, a subsisté. On est dans la Védax, avec le Tchéogo et le bonnet pasteur. Et puis, dernier point, et j'en terminerai avec Pauline Peunier, sa participation au pavillon pontifical de l'exposition internationale de 1937, avec donc son mari, Hébert Stevens. Autre personnage, est-ce que je suis dans les temps? Ça va, bon. André Rinuy. Alors on va retrouver l'atelier Hébert Stevens, parce qu'André Rinuy a été le principal collaborateur de Jean Hébert Stevens au sein de son atelier, à la fois cartonnier et exécutant. Alors André Rinuy, c'est également un Picard, lui aussi fils d'un docteur en médecine, donc des liens assez proches entre les Peunier et Rinuy. Et puis une camaraderie à l'école régionale des Beaux-Arts, même s'il y a une différence d'âge entre Pauline et André. Alors André Rinuy, lui, il a travaillé, donc, il est d'abord le fils d'un docteur en médecine, il est né à Moreuil en 1897, et il suit en fait les différents points où son père exerce comme docteur en médecine, d'abord Moreuil, puis Amiens, puis Vignacourt, puis Flesselles. Et finalement, il s'établira à Flesselles, et André Rinuy lui-même, il reviendra y demeurer pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de se fixer définitivement en Suisse, où il décédera en 1989. Alors André Rinuy, dès 1924, alors d'abord il est lui aussi compagnon des ateliers d'art sacré, et il participe, donc dès 1924, il fait également partie de l'atelier Hébert Stevens, il devient donc il est employé donc par cet atelier, un collaborateur important de Hébert Stevens. Alors, sa participation à l'exposition de 1925, alors là c'est un peu redondant, on retrouve les mêmes pavillons, bien entendu. Le pavillon des vitraux, donc là c'est un détail de cette Pietà présentée au pavillon des vitraux et qui est aujourd'hui conservée au musée des Beaux-Arts de Montréal, sur un carton de Maurice Denis. Un autre détail de la Vierge Consolatrice Saint-Michel, donc sur un carton cette fois de Desvallières, exécuté par Rinuy et Jean Hébert Stevens également pour ce pavillon des vitraux. Et comme on le voit, ce ne sont pas les seuls, puisque rien que pour le pavillon des vitraux, comme en témoigne cette lettre de Rinuy à Chirol de 1925, pas moins de 11 verrières sont produites par l'atelier pour garnir les fenêtres de ce pavillon des vitraux, ce qui est considérable. Et ça ne s'arrête pas au pavillon des vitraux, ça continue avec l'église du village français, dont Rinuy et Hébert Stevens garnissent de vitraux la chapelle du Sacré-Cœur, dont on voit ici une photographie où l'on voit plus particulièrement le grand Christ de Maurice Denis et en dessous la Sainte Face peinte par Desvallières. Donc là, une chapelle entièrement décorée par les ateliers d'art sacré. Voilà un exemple de cartons de vitraux qui ont été réalisés pour cette chapelle du Sacré-Cœur. Et j'en viens à la production picarde d'André Rinuy, qui est considérable avec l'atelier Hébert Stevens. C'est d'abord la commune où il a vécu et où il a été domicilié, la commune de Flesselles, où son père figure sur le monument aux morts, puisque son père est entré dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et est mort en déportation en 1945. Et André Rinuy réalise pour l'église de Flesselles, qui est une église néogothique de Delforterie, un grand vitrail, qui est un vitrail commémoratif, qui est en fait un vitrail d'action de grâce à Notre-Dame d'Amiens, pour avoir épargné le village de Flesselles des bombardements de 1918, dans une chapelle latérale. Un détail de ce vitrail, qui date donc à peu près de 1925-1926. Et qui fait pendant à une autre chapelle, alors là, ce n'est pas du Rinuy,
c'est Gustave Riquet, bien connu à Amiens, qui réalise cette apothéose du poilu, dans une autre chapelle latérale. Alors André Régnuy intervient sur de très nombreux chantiers dans l'Oise et dans la Somme, dans des églises reconstruites. Exemple ici, à Élinco Sainte-Marguerite et à Marny-aux-Cerises, 2 vitraux réalisés, donc exécutés, sur des cartons de Maurice Denis. C'est lui qui réalise, dans un goût beaucoup plus moderne, entre guillemets, la grande verrière, également, qui la dessine, de l'église de Moreuil, la grande verrière de façade, en 1932. Moreuil également reconstruite par les architectes du Val-et-Rance. Et puis, Saint-Pierre-de-Roi, bien entendu, avec les verrières du transept, notamment le bras nord du transept, avec cet extraordinaire Christ douloureux qui a été abondamment publié dans la presse spécialisée de l'époque. Ça a été vraiment... Ce Christ a été... on le retrouve de très nombreuses reprises. Donc verrière malheureusement détruite en 1940 et reproduite par le successeur et gendre de Hébert-Stevens, Paul Bonny, en 1956-57. Voilà, différentes verrières qui n'ont pas été exécutées, enfin, qui ont été remplacées, donc cette verrière dite en mosaïque de verre, hein, pour la nef, pour une belle la nef, la verrière de Saint-Georges, malheureusement détruite en 1940, également, donc on voit un détail, et puis 2 verrières du chœur. Les verrières du chœur et de l'abside ont mieux résisté au bombardement, et n'ont pas été entièrement détruites, certainement ont été épargnées, comme ces 2 grandes verrières, la vie de la Vierge et la vie de Saint-Florent, de 1934, dont on voit des éléments de décor, je dirais, vraiment art déco, dans les registres inférieurs, et qui sont l'œuvre de Régnuy et de Hébert-Stevens. Et puis lui aussi, André Régnuy, fera partie des 12 ateliers retenus pour la commande des verrières pour Notre-Dame de Paris, qui a engendré la fameuse querelle des vitraux de Notre-Dame, bien connue au moment de l'Expo de 1937. Je suis toujours à l'heure. Ça va. Je prends l'exemple. On en vient à un 3e personnage de notre parcours très rapide. C'est Maurice Picot, dit Picot, dont Élise nous a parlé, elle a cité son nom. Alors Picot, en effet, prend le pseudonyme de Picot, P-I-C-O. Il est né en 1900 et il est mort en 1977. Alors il est né à Paris, mais sa famille maternelle est originaire de Piénon-Villers et du Frétois-Vaux. On a retrouvé ça parce que le grand-père maternel de Maurice Picot était couvreur, artisan couvreur à Piénon-Villers, et donc sa mère est née au Frétois-Vaux, et a épousé ensuite, s'est installée à Paris, et a épousé le père de Maurice Picot. Mais Maurice Picot a gardé beaucoup d'attaches en Picardie, et c'est pourquoi nous avons une de ses plus intéressantes réalisations qui se trouve aujourd'hui dans l'hôtel de ville de Montdidier. Alors Maurice Picot, c'est quelqu'un qui est, à mon avis, très injustement méconnu, peu étudié, mais ça va peut-être venir parce qu'il a de la descendance et il y a des archives, donc je pense qu'il mériterait vraiment d'être plus mis en valeur par rapport à l'art déco, même si sa réalisation la plus célèbre, qui est le frontispice des Folies Bergère, et qu'il présente ici, sur cette photo, est, je dirais, un des emblèmes de l'art déco parisien, vraiment, reproduit à d'innombrables reprises. Mais paradoxalement, Maurice Picot lui-même, le reste de son œuvre, n'est pas forcément très connu. Pourtant, dès 1922, il fait partie de l'équipe des 20 dessinateurs de l'agence Ruhlmann, Jacques-Émile Ruhlmann, et c'est lui, ça je l'ai découvert récemment, qui est l'auteur du premier dessin du fameux char, de la desserte au char de Ruhlmann. C'est un des meubles les plus célèbres, ce meuble en amarante et acajou de Ruhlmann. C'est un des meubles les plus célèbres produits par l'agence Ruhlmann, et Dieu sait s'il y en a eu, un des meubles de cette qualité, cette desserte commode au char. Eh bien, le motif en ivoire du char a été dessiné par Maurice Picot. Donc, vraiment, il fait carrière au sein de cet atelier, mais il a en même temps une carrière d'illustrateur, d'affichiste. On va voir, ça lui a servi.
Donc voilà un détail de ce motif en ivoire, assez extraordinaire, très, très célébré, très reproduit. Et puis, évidemment, en tant qu'employé attitré de Ruhlmann, Picot participe à la décoration, avec beaucoup d'autres artistes évidemment, du pavillon du collectionneur que Simon nous a présenté tout à l'heure, construit sur les plans de Pierre Patou, mais dont tout l'agencement, tout l'aménagement intérieur est l'œuvre de l'agence Ruhlmann. Donc ça, c'est quelque chose qui a également aussi été très important dans sa carrière. Et puis évidemment, on ne peut pas ne pas parler des Folies Bergères, de ce frontispice, des nombreuses affiches que Picot a dessinées pour ce théâtre des Folies Bergères, des costumes de théâtre qu'il a dessinés également pour les revues, des caricatures de presse dont il est l'auteur. Enfin, c'est quelqu'un qui a de très nombreuses cordes à son arc. Et on voit ici toute la... J'ai montré cette couverture de connaissance des arts. C'est vraiment quand même, c'est très illustratif de la célébrité de ce emblématique de ce frontispice. Alors, pour la Picardie, eh bien, nous retrouvons Maurice Picot en 1931. En 1931, donc, s'achève la reconstruction de l'hôtel de ville qui sera officiellement inauguré le 7 juin, lors des fêtes de la Renaissance de Montdidier. Et au mois de mai, la municipalité se demande encore comment elle va bien pouvoir décorer sa salle des mariages du conseil. Il fallait s'y prendre peut-être un peu avant, bon, un mois avant la réalisation, avant l'ouverture et l'inauguration. Eh bien, finalement, au départ, donc, il y a un premier projet qui est demandé à différents artistes. Et puis, on a Maurice Picot qui apparaît, parce qu'il passe la saison des vacances à Montdidier, avec sa famille, et qu'il est très attaché par des liens de famille à cette ville, c'est ce que dit la presse de l'époque. À tel point qu'il propose un devis, alors là, qui casse toute la concurrence, un premier devis de 32 000 francs de l'époque pour la réalisation de la décoration complète de la salle du conseil et des mariages, mais étant donné qu'il a des attaches familiales avec Montdidier et la Picardie, il ramène ce devis à 20 000 francs, ce qui est quand même une sacrée économie pour la municipalité qui est quand même un peu au pied du mur, hein, un mois avant l'inauguration sans décor. Et ce décor va être réalisé par un fresque. Alors, quelle technique de fresque? Je ne peux pas vous répondre, il faudrait vraiment une analyse très précise, on n'a pas suffisamment de documents, mais en fait, réalisé dans des délais records. Voilà une photographie à l'issue du chantier, on est le 6 juin 1931, la veille de l'inauguration de l'hôtel de ville. Et les artistes se dénomment d'ailleurs les 3 dons de la nature. On verra que c'est une allusion à la rivière des 3 dons qui irrigue Montdidier. Voilà la réalisation, donc après achèvement des travaux, et puis quelques vues actuelles de cette salle avec ce décor tout à fait exceptionnel et qui dénote par rapport aux autres décors d'hôtels de ville quand même dans la région. Avec un décor donc qui couvre l'intégralité des parois, une voûte en briques creuses à pénétration, et puis un enduit sur lequel Picot et son équipe a posé donc tous ces décors d'entrelacs, d'arabesques, de rinceaux, et puis des motifs figurés. Alors voilà un détail de la voûte notamment, et qui a peu rappelé évidemment, alors là le rapprochement est un peu acrobatique, mais enfin je me lance, de motifs d'ornement, de nombreux motifs d'ornement réalisés, enfin conçus par son maître Ruhlmann. Et voilà quelques vues donc de la cheminée avec la représentation de Didier Roi des Lombards, captif de Charlemagne. À l'autre extrémité de la salle, la famille, pour illustrer évidemment les mariages et la maternité. Et puis, ici, encore un décor pour illustrer les principaux cours d'eau qui irriguent Montdidier, notamment la fontaine des Blancs-Murets. Et puis, à droite, une vue ancienne, mais le décor existe toujours, de la devise, d'un personnage, l'allégorie de la devise de Montdidier, Urscultissima. Dernier personnage, 5 minutes, en 5 minutes ça ira. Pauvre Labourat. 4 minutes et demie, on y va. Alors Auguste Labourat, il a une œuvre absolument colossale, considérable, en France, à l'étranger.
notamment en Amérique du Nord, au Canada. Donc je ne vais évoquer qu'un tout petit aspect de son parcours. Alors il est né à Laon en 1871, il est le fils d'un avoué, mais cet avoué s'établit à Amiens, où il devient conseiller à la cour d'appel, et donc Labouret passe une partie de sa jeunesse, son adolescence, à Amiens. Il va très rapidement entrer à l'école des Beaux-Arts de Paris et suivre l'enseignement de l'atelier de Jean-Paul Laurence, donc à la fin du XIXe siècle. On est dans les années 1897-1898. Dès 1902, il ouvre un atelier de peintre-verrier rue du Cherche-Midi, et donc il va conserver cet atelier pendant de très nombreuses années. Et il produit déjà, donc dès avant la Première Guerre mondiale, des vitraux, notamment pour l'église Notre-Dame de Hirson dans l'Aisne. Puisqu'il faut préciser, et je ne l'ai pas précisé, sa famille maternelle est originaire de Hirson. Et d'ailleurs, l'ancienne propriété de la famille Millet, la mère de Labouret, deviendra ensuite, ce château deviendra musée municipal en 1932. Alors pour l'exposition de 1925, Labouret participe à deux éléments très importants. Le pavillon de Pomone, atelier d'art du Bon Marché, que Simon nous a présenté déjà tout à l'heure, sur les plans de l'architecte Boileau. Alors, comment Labouret est-il intervenu ici, pour notamment la réalisation de cette grande verrière assez exceptionnelle? Eh bien, on peut penser que c'est grâce à cette acquaintance avec Boileau, puisqu'ils ont travaillé ensemble au Lutetia, pour la décoration du Lutetia. Boileau a construit le Lutetia, l'hôtel Lutetia, mais également les magasins du Bon Marché. On peut penser que c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis, autre grande intervention de Labouret, c'est la décoration de vitraux de cette porte d'Orsay. Alors, j'ai beaucoup de mal à retrouver les photographies de cette porte d'Orsay, qui a été donc également établie, construite sur les plans de Boileau, encore une coïncidence, et avec une grande peinture de Léon Voguet, donc c'est pas du tout de Labouret, mais tout l'encadrement de verrier et de mosaïque est l'œuvre d'Auguste Labouret. Alors pour terminer, évidemment, trois réalisations de Labouret en Picardie parmi beaucoup d'autres. Le célèbre Issim buffet de la gare de Saint-Quentin, aussi emblème de l'art déco, avec ce déploiement de mosaïques, d'émaux de Venise et de verrières évoquant, dit-on, les essieux et roues des locomotives. Donc verre, essentiellement des verres imprimés, qui se généralisent, dont l'emploi se généralise à partir de cette époque, grâce notamment à l'industrialisation de la production de ces verres imprimés par la manufacture de Saint-Gobain, Picard d'origine, et puis donc des détails de ces mosaïques, des mosaïques de ce buffet de la gare de Saint-Quentin. 1926, on est le lendemain, enfin, je dirais, l'année suivante, l'exposition de 1925. La chambre de commerce de Cambrai, que j'ai découvert récemment, construite par le prince Ringuet, et avec, là encore, l'emploi de verre noir et blanc par Labouret pour illustrer la prospérité industrielle de Cambrai, qui renaît de ses cendres, en fait. Voilà, quelques détails de ces verrières de Cambrai. Voilà, bien un détail des verres imprimés ici. Extraordinaire réalisation qui est sur le palier donc, de l'escalier d'honneur. Un détail encore de ces verrières. Et puis pour terminer, l'église Sainte-Eugénie-Soissons, une église d'origine 19e, qui a subi pas mal d'avatars au cours de la Première Guerre mondiale et au cours de la Seconde Guerre, et qui est dotée de vitraux et de verrières en dalles de verre. Alors là, je parle sous contrôle des spécialistes de Sainte-Eugénie-Soissons. Donc, réalisé, parce que Labouret, il faut le dire, je ne l'ai pas dit, en 1933, il dépose un brevet pour donc la création de vitraux en dalles, enfin de verrières en dalles de verre cloisonnées dans le ciment. Il dépose ce brevet en 1933, mais dès avant 1933, l'atelier Gaudin, dès la fin des années 20, avait déjà inauguré ce principe à la chapelle de Griven dans la Somme, dès
dès 1928. Mais donc on a ces dalles de verre ici, donc avec différentes verrières qui ont été toutes plus ou moins restaurées après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, quelques détails, ainsi que de la rose. Et puis pour terminer, donc cette tête de Christ. Conclusion, j'ai encore 10 secondes. Je conclus avec donc, la pérennité de l'exposition de 1925 en Picardie. On retrouve, alors d'abord, 2 points. L'exposition de 1925 a été un catalyseur absolument extraordinaire de notoriété pour les artistes picards comme pour les autres. On voit que toutes les commandes arrivent ensuite, de très grosses commandes, donc grande notoriété, grande diffusion, grand rayonnement, et puis des œuvres de l'exposition de 1925 se trouvent encore aujourd'hui en Picardie, dont citerai qu'une, le retable du maître-autel de l'église de Limay, à côté de Soissons, qui vient de l'église du village français de 1925 et qui a été dessiné par Julien Barbier et réalisé par le sculpteur Paul Croix-Marie. Voilà. Je termine et je vous remercie de votre attention. Merci bien. Merci beaucoup pour ce lien entre en fait, quelques artistes d'origine picarde, qui ont des origines parfois un peu assez rapides, mais qui ont gardé aussi un lien avec leur terre d'origine, puisqu'ils ont contribué à décorer son édifice. Alors je pense qu'on a une dizaine de minutes pour les questions. Voilà, merci à Élise qui rejoint la tribune. Le micro est dans les mains de nous. Jean-Samuel. Alors, c'est pas tellement une question, mais une remarque sur les 2 communications qu'on vient d'écouter. Je crois savoir qu'il va y avoir un ouvrage sur l'œuvre de Picot et qui est en préparation. Je tiens l'info de la ville de Montdidier qui nous a prêté des objets pour l'expo Art Déco d'architecture. Et concernant ton intervention, Élise, finalement, tu m'as appris des choses sur mon expo. Et alors moi je suis ni historien ni voilà, c'est pur passionné et il y a des pistes qu'on n'a pas creusées en fait. Et tu m'as donné envie d'aller dans d'autres services d'archives. J'ai découvert les archives départementales de la Somme comme client de la salle de lecture récemment. Je crois que j'irai dans d'autres et en partie dans cette voie. Merci. Juste peut-être pour ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, Jean-Samuel, pour mon intervention, vous l'avez bien compris, c'était très centré sur les archives départementales de la Somme, mais lorsqu'on vous oriente en salle de lecture, en fait, on n'est pas suffisamment généraliste pour pouvoir orienter plus largement. C'est pour ça que j'ai parlé du fonds de la présidence de la République aux archives nationales. J'aurais pu parler du centre des archives du monde du travail, voilà, à Roubaix. Il y a énormément de centres d'archives qui peuvent être sollicités, qui ne sont pas des sources voilà, auxquelles nous on pense en salle de lecture, parce qu'on met en avant nos collections, mais des fois quand vos recherches sont stériles ou s'arrêtent, pensez à aller tirer d'autres fils, d'autres manières. Et puis quelque chose de très très riche aussi, hein, j'essaie juste de vous le dire, c'est ce qui reste encore entre les mains privées, donc, ce qu'on voit énormément dans votre exposition, à savoir tout ce qui vient des collectionneurs, parce qu'en plus c'est une période qui a suscité énormément de collections, que ce soit dans le mobilier ou dans les plus petites pièces, affiches, etc. Donc, ça passe encore beaucoup dans les ventes aux enchères, ou sur les raideries, comme je l'ai dit. Voilà. Enfin, mais c'était le but de donner un autre regard. Rouleman en vente aux enchères, c'est un peu dur. Probablement, il a. Je voudrais signaler quand même que Pauline Peugnier a permis au musée d'Amiens d'acquérir un des très beaux vitrails, qui malheureusement n'est pas exposé. Mais... C'est l'Annonciation, je crois. Ça viendra.
Oui, je voulais juste remercier Jean-Charles déjà d'avoir mis en lumière un certain nombre de figures qui méritent effectivement d'être davantage étudiées. Il y aura un petit écho tout à l'heure dans l'intervention sur Pauline Beugnet en particulier. Alors je voulais également dire, ça a été dit qu'il y a a priori un ouvrage en préparation sur Picot et qui est écrit, si j'ai bien compris, par Emmanuel Bréon et qui devrait paraître aux éditions AAM. Et je crois qu'ils sont en fait en recherche de financement actuellement. Je ne sais pas s'il y a de généreux mécènes dans la salle. Et il y a des, je l'ai pas dit, mais il y a des descendants Picot, notamment des dernières petites filles, qui est en Seine-et-Marne, je crois, et avec lesquels la ville de Montpellier est en contact, hein, c'est ça. Ah oui, j'imagine qu'Emmanuel Bréon a probablement travaillé avec eux. Non, alors moi j'avais juste une question, effectivement. Alors c'est un peu ce que disait Xavier, puisqu'il y a quand même peut-être des rapports plus ou moins proches, en tout cas de la région, de la Picardie. Et je me demandais au moment où ces différents artistes exposent en 1925, de quelle manière en fait ils sont crédités ou en tant qu'artistes picards, est-ce qu'ils sont vus comme tels ou voilà, pas du tout. Alors là, en fait, ce que tu as montré de témoigne, c'est qu'il y a un attachement à la Picardie, parce qu'évidemment, il y a eu des chantiers, des réalisations souvent remarquables, mais alors justement, là où tout est centralisé, encore évidemment, toujours à Paris, de quelle façon on identifie ou pas ces artistes comme picards? Là, il y a un effet de loupe un petit peu, il faut évidemment que quitte le sujet, en fait. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ces artistes, évidemment, ont gardé les liens avec la Picardie. Ce qui est intéressant pour Picot, par exemple, c'est que c'est son unique réalisation dans les régions dévastées. Enfin, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres, hein. Mais en tout cas dans la Somme, à ma connaissance. Donc c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que, compte tenu de ses relations familiales, de son enracinement encore qui était demeuré assez fort dans la Somme, il aurait pu intervenir, mais finalement, non, ça s'est limité à cette seule réalisation. Et après, il faut voir comment se fonde pour l'exposition de 1925 et pour constituer un dossier d'admission par le jury, parce que c'est ça, finalement, par le jury, des différentes classes, comment se font les relations, les accointances entre différentes personnes. Alors, c'est vrai que Boileau et Labouret, ça paraît quand même assez... Il y a vraiment ce tandem qui existe déjà avant. Donc, on peut penser que là, et Boileau, le rayonnement de Boileau, alors, est à son comble quasiment. Donc, là, c'est assez clair. Pour Beugnet et Rénuy, là, c'est différent. C'est-à-dire qu'on est dans un collectif. C'est la Société de Saint-Jean qui réalise, donc qui est maître d'ouvrage de l'Église du village français et qui fait appel donc au groupement d'artistes chrétiens, catholiques, et notamment en premier lieu les ateliers d'art sacré, ou les catholiques des beaux-arts. Donc voilà, je ne sais pas si je n'ai pas bien répondu comment... non, je pense que c'est compliqué d'y répondre de façon très concrète en fait, puisque ces artistes, enfin, ils ne vont pas non plus proposer, dans tous les cas, des œuvres qui vont être identifiées comme un art déco régionaliste et qui seraient typiquement picard, identifiées comme tel. Donc c'est un petit peu une question qui s'est abordée à plusieurs reprises, j'imagine, au cours du colloque, c'est est-ce qu'il y a un art déco picard, tout simplement, ou, alors j'en parlerai tout à l'heure, on parle parfois d'un style régional moderne. Alors quand on dit régional, de quoi s'agit-il? On a commencé à en parler un petit peu avec Simon, cette question du régionalisme. Je crois que c'est une question importante qui se pose. Peut-être que la deuxième exposition sera plus en rapport avec cette notion de régionalisme, avec le pavillon Picard. Là, on sait par le catalogue la liste des... Par exemple, les mondiales... Mais avant, j'avais un parce que le catalogue ne dit pas tout. Mais non, mais au moins, il y avait un pavillon... Mais effectivement, il y a cette volonté, enfin, on parlera tout à l'heure, dans le cas du pavillon de la Picardie, de mettre en valeur, à différents niveaux et dans différents champs, des personnalités locales. Voilà, et ça, c'est intéressant parce qu'elles n'avaient pas nécessairement été identifiées comme telles, mais en même temps, alors je ne vais pas déflorer un peu ce que je vais dire tout à l'heure, mais en même temps, mis à part des indications sur le pavillon lui-même et des vecteurs du pavillon, en fait, la presse est relativement muette
au sujet des artistes qui exposent dans le pavillon de la Picardie. Alors sur 37, je ne sais pas, mais si on regarde bien le rapport officiel de l'exposition de 1925, qui est en 13 volumes, si j'ai bonne mémoire, donc il y a de quoi. Oui, alors qui publie jusqu'au début des années 30. Là, pour autant, c'est-à-dire que les pavillons régionaux, alors ça c'est un point important, les pavillons régionaux à l'exposition de 25, autant, là c'est professionnellement dans la région à laquelle je suis plus proche, mais autant le pavillon de Roubaix-Tourcoing, pour la Picardie c'est moins identifié, enfin, il y a pas, c'est ce que tu rappelais en contexte. Hein, mais il n'y a pas de pavillon de la Picardie, comme il n'y a pas de pavillon de la Champagne, comme il n'y a pas de pavillon de Reims participe à l'exposition. Pourtant Reims c'est une ville vraiment quand même très symbolique. Et bien Reims, la participation de la ville de Reims est quand même relativement restreinte à l'exposition de 1925. Et je crois que c'est vraiment lié à un contexte qui n'est pas du tout favorable en 1925. Je crois que c'est ça. C'est vraiment, notamment pour ce qui concerne les dommages de guerre notamment, il y a un ralentissement des chantiers. Donc voilà. Et sinon 1937, en revanche, là c'est une grande exposition bilan aussi, en fait, de ce qui s'est passé et de multiples réalisations liées à la reconstruction. Oui, la question en fait en 1937 du régionalisme n'est plus vraiment la même. Il y a une vraie volonté politique qui est dans la constitution de ce centre régional en particulier, dont on reparlera. Régionalisme qu'on retrouvera sous d'autres formes à Vichy, d'ailleurs. Mais sous une forme beaucoup plus idéologique et beaucoup plus. Mais on voit des continuités aussi, hein, qui sont intéressantes. D'autres questions? Oui, François Seguin. Oui, c'est juste un petit mot sur la participation de l'École des Beaux-Arts justement à 25. Parce que là, pour le coup, c'est pas régionaliste, c'est quand même très régional et c'est aussi assez intéressant, vous l'avez dit très rapidement, et moi j'en parlerai un petit peu demain pour Montière, de voir justement que l'école des Beaux-Arts d'Amiens souhaite participer. En interne, visiblement, ça crée des débats parce qu'on considère qu'il y a d'autres choses à faire et que l'argent serait mieux employé ailleurs, sachant que voilà, les locaux ne sont pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et justement, toute première image, c'était une représentation de la Haute-Oie, donc vraiment, pour le coup, quelque chose de très régional, revendiqué comme tel. Et bah, moi, je vous le dirai demain, mais Montière participe aussi de cette manière à la mise en valeur de la Picardie. Ça, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Et demain, on verra une petite image de la totalité du fameux vestibule. Parce que c'est vrai que la participation de l'école des Beaux-Arts, là encore, le contexte est très défavorable. Il est très défavorable, mais ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon. Il y a le passage de témoin, le départ d'Albert Rose, il y a la démission de Nex fracassante. Donc il y a beaucoup de plus de logements très provisoires de l'école. Ça ne crée pas un contexte très positif. C'est sûr.